Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Pourquoi elle n'a pas crié? Pourquoi attendre 40 ans pour parler? Pourquoi son récit a l'air plein de contradictions? Ouais, les fameuses questions qu'on entend tout le temps. C'est fou, parce que la société a cette image super tenace de la victime idéale, celle qui se débat, qui fond en larmes et qui va direct dénoncer les faits. En fait, on a cette attente d'une réaction hyper logique, bien visible et presque théâtrale face à la violence. Exactement. Sauf que notre exploration d'aujourd'hui, elle plonge dans une analyse qui fait voler ce mythe en éclats. On se penche sur l'article « Quand survivre devient suspect » de Nega Aeri et Coraline Ingré. Un article super important. Ouais, tel qu'il a été réalisé par le collectif Voix libérée. Et la mission de cette plongée, c'est vraiment de déconstruire l'immense décalage entre la réalité scientifique d'un traumatisme et nos attentes sociales. Donc, bon, décortiquons un peu tout ça parce que cette image de la victime qui hurle et qui s'enfuit, ça repose sur un postulat purement fictif. Ah mais totalement. Ce postulat, il va même à l'encontre de notre biologie. Face à un danger extrême, on imagine toujours que le cerveau va lancer le mode fuite ou combat. Le fameux fight or flight, quoi. C'est ça. Sauf qu'il existe une troisième voie, un réflexe neurobiologique automatique qu'on appelle la sidération, le freezing. Donc le corps se bloque complètement. Voilà, une immobilisation totale. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas un choix, ni une acceptation ou une faiblesse morale. C'est juste le cerveau reptilien qui prend les commandes pour maximiser les chances de survie immédiate. C'est un peu, je sais pas, comme un disjoncteur électrique dans une maison, en fait. Si la surtension émotionnelle et physique devient trop violente, le système saute pour éviter l'incendie généralisé, pour protéger l'infrastructure. Mais carrément. Et pour filer ta métaphore, quand le disjoncteur saute, on va pas blâmer la maison d'être plongée dans le noir. Non, ce serait absurde. Et pourtant, c'est pile ce qu'on fait avec les victimes. Le texte cite d'ailleurs le cas d'anciens enfants de chœur qui ont été abusés dans des institutions religieuses. Ah oui, j'ai lu ça. Et ces enfants, ils ont continué à y chanter pendant des années. Du coup, on leur rétorque souvent un truc du genre « si t'as continué à y aller, c'est que c'était pas si grave ». C'est terrible. Mais biologiquement, comment on explique ce maintien dans la situation? Je veux dire, si le corps est paralysé, que le disjoncteur a sauté, mais que l'agression, elle continue, comment le cerveau encaisse la suite? Alors là, c'est l'anesthésie émotionnelle qui prend le relais. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Pour empêcher la douleur psychique et physique de littéralement détruire l'esprit, le cerveau coupe la connexion. Il sépare le physique de l'émotionnel, c'est ça? Exactement. La personne se retrouve déconnectée de la réalité. Elle se sent comme spectatrice d'elle-même, observant la scène de l'extérieur. C'est pas du tout de la passivité, c'est un bouclier mental de dernier recours. Ok, là où ça devient vraiment intéressant et tragique d'ailleurs, c'est quand on regarde le système judiciaire. Donc, si je comprends bien, la justice observe une réaction de survie vitale où le cerveau a fait ce qu'il fallait pour pas mourir de douleur, et elle l'interprète à l'envers, comme une preuve de mensonge. En plein dans le mille. Le système, il exige des preuves tangibles, de la rationalité, des émotions bien palpables. Ce qui n'est pas compatible avec le trauma. Non. Quand une victime raconte les faits avec un détachement glacial à cause de la dissociation, les tribunaux y voient de la froideur ou de la manipulation. Quand sa mémoire est morcelée par le choc, on se dit que c'est une invention. C'est le cœur de la victimisation secondaire. Quand l'institution aggrave la blessure au lieu de la soigner. Oui, en retournant carrément les mécanismes biologiques du traumatisme contre la personne. Mais attends, ça pose un vrai casse-tête pour les juges, ça. Si la science nous dit que la mémoire fragmentée et le détachement sont normaux, comment un tribunal peut s'en servir pour condamner quelqu'un sur des faits vieux de 40 ans, et souvent sans la moindre preuve matérielle? C'est la grande difficulté, oui. Parce qu'on ne peut pas non plus réduire une personne à un simple symptôme clinique. Si on surmédicalise son récit, on la dépossède de son agence. On en fait un sujet d'étude plutôt qu'un témoin crédible. C'est tout le funambulisme du droit moderne. Il ne s'agit pas de jeter la présomption d'innocence ou la rigueur judiciaire par la fenêtre, tu vois. Bien sûr. L'enjeu, c'est de changer la grille de lecture des magistrats, de comprendre qu'une mémoire traumatique, ça fonctionne par flash et par sensation, c'est pas un compte-rendu chronologique de la police. Les variations ou l'absence de larmes, ça doit plus être brandi comme des preuves de fausseté. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le silence prolongé, l'immobilité ou les récits par bribes, c'est pas des anomalies. C'est littéralement la signature même du traumatisme. Exactement. Au moment de l'agression, le cerveau gère une urgence vitale. Il n'est pas en train de préparer un dossier solide pour un futur procès. C'est très juste.
Et intégrer cette réalité scientifique, c'est la seule façon de regarder les révélations d'abus systémiques avec la bonne focale, pour cesser de douter des témoignages par défaut juste parce que le comportement colle pas aux stéréotypes. Ce qui remet complètement en perspective nos questions du début. Du coup, ça laisse avec une vraie réflexion. Si nos lois exigent une rationalité parfaite que notre biologie bloque délibérément en cas de danger, est-ce que nos systèmes judiciaires ne sont pas construits sur une profonde ignorance de la nature humaine ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.